De l'Afrique, on connaît les grands fauves. Moi, j'étais venue pour chercher la petite bête. L'abeille sauvage de Zambie. Mais pour chasser l'infiniment petit, il faut d'abord braver l'infiniment long des pistes zambiennes. Emmené par Bass, notre guide, on a mangé du sable quelques heures encore avant de traverser la rivière Kafoué. Et là, un peu perdu entre deux rives, on a fait le point avec le passeur. Bonjour, je vais près de Mwinilunga, dans le nord. Oh là, ça va vous prendre du temps. C'est vraiment très loin. C'est si loin que ça ? Oh oui. Encore quelques milliers de kilomètres pour rejoindre notre forêt, à la frontière de l'Angola. Moi, je regarde toujours à quoi ressemble la voiture, pour savoir si elle est assez solide pour les pistes en terre. Et avec celle-là, ça va ? Oui, avec ça va aller. Merci. Les kilomètres ont fini par avoir raison de notre guide. Dommage. Car on a vu défiler les maisons rondes de la tribu Tonga, les carrés de la tribu Louvalé. Les Lunda, eux, ne nous avaient pas donné rendez-vous au village. Au nord du pays, on s'est enfoncé par 43 degrés dans l'une des plus grandes forêts tropicales au monde. Ces hommes sont les seuls à connaître les secrets des abeilles. Les seuls à savoir récolter leur miel, à dégoter leurs ruches. Et c'est Henson qui mène la troupe, le pied ferme et le nez en l'air. Il doit y avoir du miel dans celle-là. La ruche, c'est ce seul tronc posé comme par magie au sommet de l'arbre. C'est à combien de mètres, là ? Au moins 9 mètres de hauteur. Depuis 2 siècles, les Lunda placent les ruches en hauteur pour éviter les fourmis rouges et les voleurs. L'équipement du parfait apiculteur est fourni par la forêt. Des écorces d'arbres en guise de corde, un fagot de feuilles pour enfumer les abeilles et tromper leurs attaques. Là, je mets des liens pour éviter que les abeilles ne rentrent dans mon pantalon. Ici, on a depuis longtemps appris à affronter les abeilles. Et si les novices sont priés d'enfiler la tenue de rigueur, les professionnels se contentent du minimum. Quand on monte, on doit toujours faire attention. Parce que il y a souvent des serpents là-haut autour des ruches. Et puis le problème, c'est quand il a plu pendant la nuit. C'est là que c'est difficile. L'arbre est très glissant. Et vous savez, ça nous arrive de tomber parfois. Alors quand j'arrive à la hauteur de la ruche, je fais vraiment attention. C'est là que les abeilles s'excitent. Et si vous bougez trop, elles peuvent vous attaquer assez violemment. Et c'est pour ça qu'on monte le fagot, pour les enfumer. Pour échapper à la fumée, les abeilles se réfugient sagement dans la ruche. Henson peut les embarquer sans trop de risques. Je descends la ruche à terre tout doucement, avec les lianes, pour pas qu'elle tombe et que la récolte soit détruite. Apparemment, il doit y avoir du miel dedans, parce qu'elle est vraiment lourde. Une ruche pleine, c'est 40 kilos à descendre à bout de bras, sans même savoir si la récolte sera bonne. Pour l'instant, ça se présente bien. Les nids d'abeilles se comptent par dizaines. Mettez-les dans le seau. Mais ces gâteaux de cire ne sont pas tous gorgés de miel. Vous voyez ce genre de morceau là, on le garde pas, parce qu'il y a très peu de miel dans les alvéoles et il y a presque que de la cire. Vous voyez, ça par contre, ça c'est un beau morceau. Les alvéoles sont remplies de miel.
C'est un peu votre or? Ouais. Ce genre de morceau, nous, c'est ce qu'on appelle un première classe. Parce qu'il est rempli de miel, il est très lourd. Et ça, c'est du bon, c'est le meilleur. Ce nectar sauvage, il vient du miombo, l'arbre tropical de la région. Et depuis 3 ans, il traverse les frontières. Ce miel est désormais vendu en France et dans plusieurs pays d'Europe. Ça, c'est le meilleur miel, le miel zambien. Vous en êtes fiers? Bien sûr qu'on est fiers. Alors, il est comment? Vraiment bon. Il est bien sucré, hein? Un goût sucré et robuste, un peu comme du miel de châtaignier. Voilà à quoi ça me fait penser. Après chaque récolte, Henson remercie Dieu en chanson, comme l'ont toujours fait ses ancêtres. Son village, Muemba, se tient à la lisière de la forêt. Ni eau courante, ni électricité, 30 familles vivent ici loin de tout. Les plus chanceux ici sont ceux qui ont pu s'offrir un vélo. Avec ça, je peux enfin aller à la ville plus vite. C'est quand même à 40 km. Ça fait loin à pied. Chaque après-midi, Juliane, la femme de Henson, revient des champs de manioc. Elle doit préparer le repas pour ses 7 enfants. Mais désormais, les abeilles ont un peu adouci sa vie. Avec le miel, on a pu s'offrir un vrai toit en dur. Des vêtements, des casseroles aussi. Aujourd'hui, ça va mieux. Et peut-être même qu'on va pouvoir s'acheter une vache, vendre du lait et faire fortune. Vous savez, avant qu'on vende notre miel à une entreprise, la vie était vraiment dure ici. Sans le commerce du miel, moi je pense qu'on n'aurait pas survécu. À 30 ans, Juliane attend son 8e enfant. Ici, dit-elle, on accepte les grossesses comme elles viennent. Mais c'est aussi chaque fois plus de bouches à nourrir. Attendez les enfants avant de manger. On va faire la prière. Père, nous te remercions pour cette chance que nous avons de pouvoir manger. Amen. Allez, venez manger le nchima. Le nchima, c'est cette pâte de manioc que l'on trempe dans une sauce aux légumes. C'est le plat principal. Un repas frugal, mais un repas quand même. Le lendemain matin, à 6 h, les femmes filent au champ, les hommes s'enfoncent dans la forêt. Quand ils ne récoltent pas le miel, ils construisent des ruches. Henson veut me livrer ses secrets de fabrication. Le premier secret, c'est l'arbre, le mupushi, une espèce dont l'écorce est à la fois souple et épaisse. En quelques minutes, l'arbre est dénudé comme on éplucherait une banane. Chacun s'attaque ensuite à la fabrication des chevilles qui refermeront l'écorce. Apparemment, les outils ne font pas tout, mieux vaut avoir le coup de main. Dites-moi comment je dois faire. Ouais, comme ça, allez-y. Comme ça? Ouais. Je vous le rends, j'ai pas trop le coup de main. Ouais, mais si on vous en montre trop, vous allez nous piquer nos méthodes. Et vous ferez plus de miel. Après, vous viendrez ici le vendre. Plus cher. Chaque apiculteur fabrique plus d'une 40aine de ruches par an. La méthode n'a pas bougé depuis 2 siècles. Pourquoi les abeilles aiment tant ces ruches? Les abeilles, elles aiment ça parce que même s'il fait sec dehors, les ruches gardent bien l'humidité à l'intérieur. Le secret de nos ruches, c'est ça. Ces bouchons qui ferment parfaitement. On est fiers de ça.
La ruche séchera 1 mois au soleil avant d'être installée en haut d'un arbre. Henson, lui, est déjà perché pour une nouvelle récolte. Nous n'avons pas vraiment été capables de le suivre à 15 mètres du sol. Alors on l'a équipé d'une petite caméra sur la tête. Et c'est là qu'on a été pris de vertige. Les abeilles nous attaquent. Parce qu'elles essayent de défendre leur miel. Et là, on commence à être sérieusement attaqué. La fumée ne semble même pas calmer les insectes. Oh là, il y en a plein, je suis piqué partout là. La récolte ne tient même pas ses promesses. Et les ouvrières ne se laissent toujours pas faire. La guerre aux abeilles est déclarée. Joseph a même été piqué à la lèvre. Non, on rigole parce que sa lèvre est toute gonflée. Mais ça fait pas mal? Non, nous on a l'habitude, hein, on sent plus rien. Vous savez, moi, rien qu'une piqûre, ça me fait mal. Hein. C'est parce que vous n'avez jamais été piqué. Vous croyez? Ouais. En fait, il faudrait que j'enlève ma tenue pour me faire piquer. Ah ouais. Vous voulez essayer? Vous mettez la main dedans pour voir ce que ça fait. Je suis pas sûre d'être prête. Mais vous l'aimez quand même, ce travail? Bah ouais, ça rapporte. Ça rapporte. Et c'est ça qui est bien. Les bénéfices, ici, c'est le son d'un moteur qui les annonce. Pour l'occasion, Henson apporte les seaux de miel au centre du village comme on livre un trésor. Car le visiteur, c'est Evans, le premier client des apiculteurs. Bonjour. Evans travaille pour la plus grosse entreprise de transformation de miel du pays. C'est quoi ton numéro d'apiculteur? 3948. Groupe Kasenga. Lâche-le. Ok, ça fait 21,5 kg. Depuis 3 ans, l'entreprise d'Evans travaille avec 6500 apiculteurs de la région. Chaque mois, il vient acheter le nectar brut qui sera ensuite exporté sous un label bio. Un échange commercial éthique et équitable. Ce seau, il a l'air vraiment plein. Ça, c'est du beau miel. Vous êtes content quand vous voyez une récolte comme ça? Ouais, ça nous fait plein de kilos. Là, faut faire attention, sinon on va le casser. Vas-y, lâche. 30 kilos, moins 1, 29 kilos. Hanson, 2 seaux, ça te fait 96 250 kwacha. Henson a gagné l'équivalent de 15 €. Et notre ami Johnson, 152 000 kwacha. Soit 22 €. Aujourd'hui, Hanson a été battu par son collègue. Son seau n'était pas complètement rempli. Mais bon, c'est un très bon apiculteur, vous savez. Entre nous, les apiculteurs, on fait toujours un peu la compétition. Un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Donc aujourd'hui, vous êtes battu, mais la prochaine fois, c'est vous qui gagnez, c'est ça? Ouais, c'est sûr.
Je serai meilleur la prochaine fois. La saison dernière, le miel a rapporté à Henson 280 € au total. C'est déjà le salaire moyen en Zambie. En 3 ans ici, les revenus des apiculteurs ont doublé. C'est encore peu, mais c'est déjà une petite révolution au village. Chaque après-midi, Henson accompagne sa fille Ivin et son fils Innocent à l'école. Une école qui a vu le jour en partie grâce à l'argent du miel. Savoir lire et écrire, c'est important, vous savez. Il faut pas avoir peur de demander quand vous comprenez pas, ok? Bonjour les enfants. Allez, on récite la chanson de l'alphabet. Quelle est cette lettre? Ivin, c'est quoi cette lettre? Mets-toi debout. Non, pas le son, la lettre. Oui, allez, on l'applaudit. Moi, je ne veux pas voir mes enfants souffrir du même aveuglement que moi, à cause de mon manque d'éducation. Je veux vraiment qu'ils dépassent mon niveau. Vous voulez que vos enfants deviennent apiculteurs? Non, être un apiculteur, parfois c'est bien, mais parfois c'est trop difficile. Par exemple, cette année, la récolte s'annonce mal. Il n'y a pas trop de miel et on dépend trop des abeilles. C'est trop aléatoire. Ceux qui ont été à l'école sauront toujours gagner leur vie, en devenant instituteurs par exemple. À Mouemba, le miel a apporté un avenir. Aux enfants d'écrire le leur, dans la forêt ou ailleurs.